Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je vais vous parler du nouveau paradigme dans les valvulopathies. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je voudrais aborder avec vous 3 points. Les valvulopathies dans le passé, l'arrivée des traitements valvulaires percutanés et comment modifier notre prise en charge pour un patient donné. Dans le passé, la principale cause des pathologies valvulaires était d'origine rhumatismale. Puis, si cela reste vrai dans les pays en voie de développement, la principale cause est devenue, comme vous le savez, dégénérative dans plus de 68% des cas dans nos pays industrialisés. L'incidence de ces valvulopathies est de plus de 2% dans la population générale et elles sont responsables d'une augmentation de la mortalité. Elles sont dominées par le rétrécissement aortique et l'insuffisance mitrale, dont les 2 tiers sont primaires pour cette insuffisance mitrale. Et en ce qui concerne l'Europe, Bernard Young nous montre que le rétrécissement aortique est la plus fréquente des valvulopathies, comme tout le monde le sait, avec également une survenue chez des patients plus âgés que pour les autres valvulopathies. Alors vous le voyez en rouge, en effet, la moyenne d'âge est de 76 ans pour le rétrécissement aortique, alors que dans l'insuffisance mitrale, la moyenne d'âge est de 67 ans. Cette répartition est identique dans toute l'Europe, nord, sud. Par contre, en Afrique du Nord, la sténose mitrale d'origine rhumatismale reste la plus importante des valvulopathies. Ces valvulopathies qui étaient placées au second rang de nos préoccupations doivent nous alerter, car elles sont responsables d'une mortalité importante, souvent supérieure à celle de certains cancers, et devraient donc alerter nos autorités. Ceci d'autant plus qu'elles sont souvent, comme on le voit ici, non diagnostiquées et que leur nombre va augmenter avec le vieillissement de la population. Ce manque d'intérêt dans le passé explique le peu d'études, de registres ou d'analyses épidémiologiques qui sont à notre disposition. Leur évaluation reposait essentiellement sur l'échocardiographie et le cathétérisme, et leur prise en charge évoluait très peu. Les seules options étaient un traitement médical souvent insuffisant et une intervention chirurgicale qui était la seule véritable option en termes de pronostic. Et cependant, les études montraient que le rétrécissement aortique, lorsqu'il y avait des comorbidités importantes, telles que par exemple l'altération de la fraction d'éjection, l'insuffisance rénale ou respiratoire, la fragilité, eh bien dans 30 à 40% ces patients ne pouvaient être opérés et avaient, comme on le sait, une mortalité à 2 ans de 50% pour les patients symptomatiques laissés au traitement médical. Et puis, dans les années 80-90, un homme et son équipe ont décidé que l'on ne pouvait plus laisser ces patients ayant un rétrécissement aortique sans accès au changement de leur valve. Et vous l'avez reconnu, c'est le professeur Alain Cribier et son équipe de Rouen qui a inventé le TAVI avec le premier cas implanté chez l'homme en 2002. Et puis, le premier clip mitral a été percutané, a été implanté en 2003 chez l'homme par José Gondado de Caracas au Venezuela en adaptant la technique du chirurgien Ottavio Alfieri de Milan. Et puis ces traitements percutanés ont été accompagnés, et ça a été extraordinaire, à chaque étape d'études randomisées validant les indications en fonction des risques des patients à être traités par le traitement de référence, la chirurgie, surtout pour le TAVI. Il y a eu aussi des études pour le MitraClip, comme on le voit sur cette diapositive, mais c'est essentiellement des études sur le TAVI. Et également, de nombreuses études ont analysé les différentes complications, plus de 10 000, qui pouvaient survenir, contribuant ainsi à améliorer les dispositifs, les équipes et la sélection des patients, et conduisant bien sûr à l'implémentation des guidelines aussi bien européennes qu'américaines. Grâce à ces multiples développements, le domaine des valvulopathies a pu ainsi bénéficier de nouvelles techniques d'imagerie telles que l'ETO 3D, les vues X-plan, telles que également le scanner cardiaque. Et puis, on a bien sûr aussi les imageries de stress
l'IRM. Et ces deux dernières est demeurant pour le moment d'un accès limité. Les techniques invasives, comme le cathétérisme, ont vu leur utilisation diminuer, passant de plus d'un tiers à moins de 8%. Ces traitements percutanés ont permis une accession à un traitement efficace pour plus de patients. Vous vous souvenez, 30 à 40% des patients ne pouvaient pas être opérés. Avec l'avènement du TAVI, on s'aperçoit que, comme on le voit sur cette courbe en rouge, on a une progression très importante, considérable du TAVI, sans modification de la chirurgie, parce que le TAVI, justement, permet l'accession à un traitement efficace à un beaucoup plus grand nombre de patients qui étaient restés avant sur le côté de la route. Toutes ces données, basées sur de larges registres et surtout sur des études randomisées, ont permis de positionner les traitements percutanés en classe 1B pour le TAVI, comme pour la chirurgie, pour laquelle nous n'avons cependant aucune étude randomisée depuis sa création dans les années 60. En ce qui concerne la valve mitrale, le traitement percutané est plus difficile en raison notamment de la complexité de la valve et des patients atteints, et il fait son apparition dans des recommandations avec cependant un niveau de preuve plus bas, car nous disposons de beaucoup moins d'études pour le moment. Nous assistons à une véritable révolution dans le traitement du rétrécissement aortique. Le TAVI a d'abord été réalisé, comme je vous le disais, pour permettre aux patients non opérables d'être traités. Puis les différentes études nous montrent qu'il fait aussi bien que le traitement de référence chez les patients opérables à risque intermédiaire ou à bas risque. C'est donc un véritable traitement disruptif. Après un TAVI, les suites sont beaucoup plus simples, avec une qualité de vie plus rapidement obtenue en comparaison avec la chirurgie. Il est donc important d'écouter les patients sur leur ressenti en ce qui concerne la procédure et surtout les résultats attendus, et de l'intégrer dans la présentation des options de traitement. On traite un patient avec ses souhaits de qualité de vie et pas seulement une maladie. Malgré les bons résultats de durabilité actuels des dispositifs percutanés, le futur proche devrait nous donner la durabilité à 10 ans et plus, en sachant que cette notion est totalement inconnue pour certaines valves chirurgicales. Le futur devrait voir l'éclosion des traitements percutanés pour les valvulopathies mitrales, avec la multiplication des études, dont beaucoup sont en cours. Pour la valve tricuspide, on sait que peu d'interventions chirurgicales sont réalisées pour traiter seulement cette valvulopathie. Et les traitements percutanés sont très attendus. Un traitement précoce, par exemple, pourrait-il être bénéfique? Un traitement simultané de la mitrale et de la tricuspide pourrait-il aussi améliorer le pronostic? Vous le voyez, beaucoup de questions devraient être répondues. Le traitement percutané ont également eu pour conséquence le rapprochement de plusieurs disciplines auprès des cardiologues, tels que les chirurgiens cardiaques, les gériatres, les anesthésistes, les radiologues, et ont constitué ces réunions multidisciplinaires, ou ARTIM en anglais, afin de prendre une décision collégiale. Actuellement, ces ARTIM, en fonction des possibilités locales et des guidelines, ne discutent que de certains patients pour lesquels la chirurgie ne semble pas être une option. Mais dans le futur, elles devraient discuter de tous les dossiers de valvulopathie nécessitant une intervention sur la valve, avec pour le rétrécissement aortique une place prépondérante pour le traitement percutané, en intégrant le ressenti et le souhait du patient. Ces réunions doivent être le lieu où les spécialistes se réunissent autour d'un patient donné et prennent une décision centrée sur ce patient, sans faire intervenir d'autres considérations, telles que, par exemple, la défense d'une profession. Après une longue période de stabilité, les valvulopathies passent au devant de la scène. Ceci grâce à l'arrivée des traitements percutanés qui ont apporté avec eux de nouvelles techniques d'imagerie et ont permis l'accession aux traitements invasifs à un plus grand nombre de nos patients. L'analyse de chaque patient ayant une pathologie valvulaire devrait être réalisée en réunion multidisciplinaire, centrée sur ce patient, afin de lui offrir la meilleure option sans aucune autre considération. Merci beaucoup pour votre attention.